Donc moi, je suis Simon Pirodi, je suis médecin en médecine palliative à l'unité de soins palliatifs et l'équipe mobile de soins palliatifs du CHU de Dijon. J'ai également une casquette universitaire, où je fais de la formation et de la recherche. Et donc à ce titre, je suis inscrit en thèse de sociologie autour des questions de médicalisation, réalisation de sa fin de vie. Et je cherche à évaluer un peu l'enjeu de l'anticipation des soins palliatifs à l'intersection de ces deux concepts. Donc là, pour cette présentation, j'ai fait un peu un pas de côté sur mes réflexions pour essayer de voir comment ces deux concepts, justement, peuvent venir influencer un peu le choix du lieu de la fin de vie, ou en tout cas, ce que je vous propose, c'est pas forcément un travail de recherche, mais plus un peu une réflexion sur ces questions, justement. Donc, ce- pardon, on va commencer par se focaliser sur la question de la réalisation de la fin de sa vie. C'est pas un concept, la réalisation de la fin de vie, qui recoupe une réalité scientifique, sociologique établie, hein. C'est moi personnellement qui utilise ce terme dans le cadre de mes travaux, mais euh, pour l'instant, ça ne revêt pas de valeur scientifique particulière. Donc, dans les années 70, en gros, il y a eu des thèses qui se sont développées euh, qui parlaient d'une forme de déni social de la mort dans les sociétés modernes, notamment une thèse qui a été défendue par Norbert Elias, hein, dans l'ouvrage que je vous ai mis à côté, là, La solitude des mourants, et qui ont été assez populaires. On mettait en parallèle un peu le tabou qui tombait sur la mort avec la libération sexuelle qui, à l'inverse, là, brisait beaucoup de tabous. C'est comme si la mort devenait un peu un impensé social. En tout cas, ce sont des thèses qui ont servi de terreau au développement du mouvement des soins palliatifs et également des mouvements pro-euthanasie, qui sont deux mouvements qui étaient souvent le même initialement, et qui se sont réappropriés la question du mourir en venant mettre au centre de leurs préoccupations l'individu dans son vécu et sa singularité dans ce qu'il vivait par rapport à la mort. Euh, Ces mouvements, en se développant, en fait, ils ont aussi aidé à propager un peu un nouvel idéal du bien mourir. C'est un peu ce qui a été esquissé par mes collègues juste avant, le fait de mourir entouré chez soi, sans souffrance, de manière un peu inopinée. On s'endort, on ne se réveille pas, presque sans perte d'autonomie également. C'est vraiment un idéal qui voilà, s'est développé avec la question de l'individu au centre de la question du mourir. Pour autant, les mouvements de développement des soins palliatifs et pro-euthanasie, bon, voilà, comme on le sait maintenant, ont évolué également en opposition. L'un, donc le mouvement des soins palliatifs, mettant au centre en effet le patient, son vécu, etc., mais s'interdisant malgré tout de toucher au temps de vie, ne voulant ni le prolonger ni le raccourcir, tandis que l'autre, le mouvement pro-euthanasie, voilà, pousse un peu la logique individualiste encore plus loin en disant bah, si l'individu peut faire fi de l'impact de ses décisions concernant ses choix de mort sur la société et du coup imposer à la société bah, de l'accompagner sur le fait voilà, de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté par exemple, qui porte encore plus loin ouais, tout ce qui est un peu un versant individualiste. Depuis les années 70, les sociologues notamment ont revisité ces thèses de déni social de la mort et ils se sont dit que c'était un peu simpliste quelque part. La mort, ça n'a jamais été dans aucune société quelque chose qui a été appréhendé de manière pacifiée. C'est quelque chose qui s'impose à nous de manière constante et qui nous impose une forme de violence. Ce qui est sujet à des évolutions
c'est bien plus les modes d'atténuation sociaux de la violence que nous impose la mort, en fait. Et ça paraît un peu absurde de se dire que la mort, on peut en faire le déni, étant donné que de toute manière, elle s'impose à nous à un moment, qu'on le veuille ou non. Donc, ces chercheurs, ils ont posé un nouveau concept. Ils ont parlé plutôt d'une forme d'intimisation de la mort, euh, en disant que ce qui s'est exprimé à travers les mouvements des soins palliatifs, des pro-euthanasie, c'est plutôt une forme d'affranchissement des rites sociaux hérités de la tradition chrétienne. Apparemment, il y avait voilà, des rites assez ancrés oui, dans des habitus religieux qui venaient donner du sens à ce qui se vivait dans l'accompagnement de la personne mourante et au-delà, une fois qu'elle était partie. Tous ces rites se sont un peu délités, ils ont perdu de leur sens pour les individus et donc pour le collectif social. Et on observe plutôt une transition vers des individus qui convoquent en gros leur cercle proche et viennent euh, un peu créer de nouveaux rites autour d'eux voilà, en imposant un peu leur vécu des choses. Il y a un peu un inversement du rapport de force, si on peut dire comme ça, entre auparavant un individu qui se soumettait à des rites collectifs pour aider les survivants à continuer à garder une forme de cohérence dans le collectif, à désormais un individu qui va convoquer un collectif pour l'aider à traverser une situation difficile. Quelque part, parfois en faisant fi des conséquences derrière pour les survivants. Et donc, en effet, on a des individus qui maintenant se saisissent de tout un tas de rites qu'ils individualisent, qu'ils personnalisent, euh, parfois, des fois au-delà même de leur mourir, avec des personnes qui sont en capacité d'anticiper sur le fait de comment se passera leurs obsèques, la couleur de leur cercueil, les musiques qui veulent passer, les personnes présentes, etc. Souvent même bien plus facilement, ils peuvent faire ça que anticiper les conditions du mourir. Mais bon, on a vu les difficultés à le faire juste avant. Euh, donc on pourrait être tenté un peu de se dire que cet affranchissement, euh, il vient montrer une forme d'émancipation vis-à-vis de normes héritées, voilà, encore une fois, de la tradition chrétienne. Mais en fait, c'est un peu plus pernicieux que ça. En fait, là, on a changé d'un mode de normalisation par un autre, à savoir que l'idéal de la bonne mort, en fait, il est largement partagé et il induit des normes lui aussi. Et ben, forcément, les individus tendant tous vers le même idéal, ils vont chercher tous à avoir à peu près les mêmes rites autour du mourir et de ce qu'ils vont traverser. Donc en fait, on est soumis quelque part à la même chose, c'est juste la modalité qui a changé. Donc toutes ces réflexions, elles induisent déjà un premier paradoxe, c'est que on voit que la mort, quelque part, elle est investie collectivement en portant au nu l'individu, ce qui vient, moi je trouve, poser la question du sens que le collectif, la société, souhaite mettre derrière l'accompagnement des mourants. Pour ce qui est de la question de la médicalisation de la fin de vie, alors j'ai mis fin de entre parenthèses, parce que c'est vrai que c'est une question bien plus large que la question simplement de la fin de vie. J'ai commencé la réflexion à partir du rapport de l'IGAS 2009, La mort à l'hôpital, qui faisait le constat qu'on mourait majoritairement à l'hôpital et qu'on mourait plutôt mal à l'hôpital, à contrario, en effet, d'un souhait de nos concitoyens de décéder plutôt à domicile. Bon, ça, c'est un premier paradoxe voilà, qui a été mis en avant plusieurs fois depuis ce matin. Euh, Moi, je viens questionner un petit peu, est-ce que, en effet, on peut parler d'un choix
du lieu de fin de vie ou plutôt d'un souhait. Alors, on a utilisé un peu les deux termes au préalable dans plusieurs présentations, également dans le propos introductif de Régis Aubry. On a glissé de l'un à l'autre, mais je trouve que c'est intéressant de faire cette distinction parce que je trouve qu'on parle bien plus d'un souhait. En fait, c'est idéalement les patients se projettent dans un décès chez eux, même plus qu'à domicile. Après, ce souhait, en fait, il est teinté de l'idéal de la bonne mort qu'on a décrit juste avant. Euh, pour autant, les politiques publiques, pour essayer de répondre à ce paradoxe, ont en effet mis en place le déploiement assez large des hospitalisations à domicile. Ce qui fait que désormais, que l'on meurt à l'hôpital, dans un établissement médico-social comme un EHPAD ou à domicile, en fait, on décède dans un environnement qui est assez largement médicalisé. Et c'est vrai qu'on vient un peu se poser la question de l'impact de cette médicalisation, y compris au domicile, parce que c'est pas la même chose de vous dire je veux décéder chez moi dans mon lit entouré de mes proches, je veux décéder chez moi dans un lit médicalisé entouré de l'équipe de l'HAD. Enfin, vous voyez, ça crée tout de suite pas un, un clivage. C'est pour ça que je trouvais que l'illustration était intéressante, parce on voit un individu, bon alors là, ça paraît assez dramatique, tout ce qui se passe autour de sa fin de vie. Il est accompagné, il y a tout un tas de personnages qui gravitent autour de lui. L'image est presque trop chargée. Et j'imaginais le contraste qu'on verrait maintenant avec un individu accompagné chez lui par une équipe médicalisée, justement. Et donc, c'était. Voilà, je voulais reparler un peu de la médicalisation parce que elle vient mettre un autre paradoxe, et on vient médicaliser un espace qui se vit, comme on l'a vu juste avant, de plus en plus intimement. Ce paradoxe, il se retrouve aussi chez les partisans de l'euthanasie, hein, parce que en quelque part prônant à tout prix une forme de liberté de choisir leur mode de fin de vie, en fait, ils viennent convoquer le médical et sa technique, et ils se mettent sous sa coupe, quelque part, pour parvenir à leur fin. Donc c'est paradoxal également. J'ai rajouté la petite question sur la maison d'accompagnement en écoutant Régis Aubry tout à l'heure, parce que c'est vrai que si c'est en effet un nouvel espace d'accompagnement ou de soins au sens large qui est amené à se développer, je pense qu'il serait bon de se poser la question dans quelle mesure on va médicaliser ces espaces ou pas, et selon quelles circonstances. Mais bon, voilà, après, à mon humble place, il ne m'appartient pas de forcément répondre à cette question dans l'immédiat. Donc moi, pour faire le lien avec mon travail de recherche, en tout cas, je dois faire une enquête qualitative actuellement auprès des patients en fin de vie. C'est un travail de terrain que je vais mener dans l'année prochainement, où je vais justement précisément poser la question de l'impact de cette médicalisation sur le vécu des fins de vie auprès des patients. Donc en conclusion, pour la question du choix du lieu de fin de vie, on l'a vu, ça s'apparenterait peut-être plutôt à un souhait qui s'intégrerait dans l'idéal du bien mourir. Il se confronte à la réalité des accompagnements médicalisés, et ce serait bon de se poser la question régulièrement de savoir ce que ça vient faire vivre aux gens et aux patients qu'on accompagne. Là, nous, on se pose la question, mais on est majoritairement des soignants à cette conférence, mais ce serait intéressant d'avoir ces réflexions plus largement. Et le choix du lieu de fin de vie, quelque part, il peut apparaître comme aussi un symptôme des mutations à l'œuvre dans le rapport de la société à la fin de vie. Je vous remercie pour votre attention, et je mettrai ma bibliographie, mon diapo, de toute façon sera disponible sur le site du Cancéropole.